bonjour à tous, salam à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur. Alors déjà, désolé du retard, donc on a eu des problèmes de transport. À cause de Youssef. Et ouais, On a de la chance, Wissam est là pour une fois. l'ambiance est tendue sur le plateau, on fait que de s'embrouiller depuis tout L'ambiance à est l'heure. électrique. Ça va. Mais voilà, c'est comme une famille, vous embrouillez avec vos frères et sœurs, bah nous aussi on s'embrouille, voilà. Alors, Non, moi, ça va. c'est- C'est une faute. Est-ce que ça va, ça vient? Moi, ça va, voilà. Mariam en mère de Alors, famille. on m'écoute, les amis. Un Alors, peu de discipline. sur le plateau, avec moi ce soir, Wissam Zelka, qui est de retour de chez sa famille. Wissam, Bonsoir. comment tu vas? Bonsoir. Il y a Ça longtemps va qu'on l'avait pas vu. Bonsoir, ouais. C'était bien Saint-Chamond? T'es énervé ou quoi? Ah non, ça va, mais voilà, on est retardataire, mais ça va. Ouais. Mais on dirait, avec le truc jaune, je sais pas si on t'a dit, mais ça fait portrait un peu. Ça fait un beau tableau. Non mais je comprends rien à ce qu'il disait, c'est pas grave. Mais ça va très bien, on va arrêter, voilà, ça va très bien. Magnifique. Mabrouk pour le neveu. Merci, Oui, Ah, félicitations. félicitations. merci. Ah oui, Voilà. C'est pour ça que je suis rentré chez moi une semaine. Bien sûr. Ouais. Merci. Samir, comment ça va? Bah, grave. Alors, Ouais. Samir, militant des coloniales. Samir Bousnina, militant des coloniales. Voilà. Non mais ça fait trop formel, je crois, on est C'est où pas là? grave, c'est pas grave. Parce que j'y tiens. Et j'ajouterai même, j'ai un nouveau titre. Ouais, Ouais, c'est amuseur public aussi. d'accord. Voilà, ça c'est un petit. Je vais noter. Une Entertainer. nouvelle formation que j'ai faite. Ouais, Ok. donc, que je compte mettre à profit très Le micro, ouais. Que je compte mettre à profit très Ça fait que 2 ans. prochainement. Nicolas Bach. Ok. Ensuite, je continue. Youssef Boussouma, Bonsoir tout le monde. ça va, tu Comment vas bien? allez-vous? Très bien. Ça a été les transports? Oh, formidable. Formidable. Super. Tu voulais dire un mot sur ton bah non. week-end à Lausanne? D'abord Vas-y. remercier tous les amis de Lausanne qui sont de fervents supporters de notre émission et supportrice. qui et supportrices, oui, et qui C'était que des meufs. et puis non mais vraiment formidable, on a un vrai succès et nous remercions, on ne saurait trop les remercier pour cette fidélité. Donc on les salue, un grand salut, hein, je pense que vous joignez à ce grand salut, chers amis, bien évidemment, Bien sûr. ainsi que Eh, un grand salam. Salam à Olaya. Voilà, Dédicace salam à Olaya. Olaya, salam à toute la bande du pop, Ouais. hein, Ouais. voilà, Kostia, Vlad, etc. et toute la bande. Voilà, Tout merci le beaucoup. collectif des coloniales. Et le collectif Collectif des Sud coloniales. Global. Sud Global. Sud pardon. Global, voilà exactement aussi. Ok. Merci Et à vous. ensuite, Yazid. Salam. J'allais dire Yazid Arifi, pas Yazid Arifi. Yazid le Yazid. petit. Yazid Ouais. le petit, ouais. Jeune Yazid. Jeune Yazid El Sri. C'est vrai, ouais, c'est ça. Voilà. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, tout va Tu vas bien. nous faire une petite chronique tout à l'heure sur. Oui. Il y a la Gaza, c'est On ça? espère, oui. Ouais, magnifique. Et tout se passe bien. Au top. Ok, magnifique. Bah, ça fait longtemps qu'on n'était pas là tous ensemble, surtout vous trois. Mm. Voilà, donc c'est cool. Et donc cette émission est présentée par Ouais, encore moi. l'extraordinaire Mariam. Ouais, encore moi. Ouais. Et Mariam, on peut dire ton blaze ou pas? Non. Non, voilà. Donc J'en Mariam, ai un c'est autre. Mariam tout court. J'en ai un autre, mais le dites pas, mais j'en ai un autre, mais on va pas dire pour l'instant. Alors on a plein là, toute une Ouais. collection de. Mais maintenant, c'est elle la présentatrice. Hein, Ouais. De la officiellement, perme. De la Ouais, perme. ouais. De la perme. C'est Jusqu'à bien. ce que j'abandonne. Voilà. Ouais. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais ton vernis, mais c'est Non, pas grave. ok. Ah, tu veux dire qu'elle devrait faire des efforts Ouais, de il a un peu. présentation? Mais bref, Ouais. je veux pas être miso. J'ai cette avoué émission, en c'est- coulisses Ouais. et il met ça contre moi en live. Voilà. Voilà. Cette émission, c'est chacun peut se prendre une balle à chaque fois qu'il veut. C'est ça. Voilà. C'est Squid Game. Il veut mourir à chaque prise. Revenons aux choses sérieuses. Alors, ce soir, on va parler de la polémique contre Mélenchon. On va parler de la polémique contre Mélenchon. On va parler de l'actualité en Palestine. Pourquoi vous rigolez? Non, mais on n'aurait pas dû mettre le retour là parce que tu fais que te regarder. Vas-y, Ah, il faut pas? Non, mais il y a la caméra, Ah, c'est d'accord. toi. Donc, on va parler. Ah oui, c'est vrai, bah, bien vu. Ok. Donc, on va parler de l'actualité en Palestine. On va parler aussi donc du film lié à la Gaza, etc. Donc, c'est lié à la Palestine. Et enfin, on a des invités. Donc, on a les marcheurs historiques de la marche de 1983 pour l'égalité contre le racisme. Donc, on va pouvoir parler de ça tout à l'heure avec elles et eux. La Voilà. fameuse marche des beurs. La fameuse marche des beurs qui a été renommée marche Qu'il des ne faut pas beurs. appeler, Mais marche Voilà, des mais beurs. c'était voilà. C'était justement pour De la Off- provocation. entrer dans la officiellement. polémique. Officiellement, c'est voilà, la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Donc 3 décembre 1983. Alors, on commence par Mélenchon. Donc Mélenchon qui est dans une petite sauce, on peut dire aujourd'hui. Attendez, déjà, Wissam, on pose le téléphone, Wissam. gloire éternelle aux résistants. Ah, ouais. Ouais. Alors oui, déjà. Ouais. Déjà. Donc la manifestation de samedi, donc nous on y était. Il était là, Mélenchon était présent. Il a fait un discours où il a dit à la fin vive Gaza et gloire éternelle à ceux qui résistent. Ah, c'est Ouais. ça, c'est ça, Ouais, hein. ouais. Mais c'est pas pour ça la polémique. Oui. La polémique, c'est pas pour ça. La polémique, c'est parce qu'il a défendu Manuel Bompard, qui a été dans une interview face à la Journaliste Ruth El Krief. face à la journaliste Ruth El Krief, voilà. De Et- LCI, je crois.
Et voilà, et je crois qu'il a beaucoup pris le parti des musulmans, il a défendu les musulmans, etc. Et Mélenchon a fait un tweet pour dénoncer la façon dont la journaliste conduisait l'interview. Donc il a dit que c'était une manipulatrice. J'ai le tweet là, on va lire le tweet si vous êtes d'accord. Comme ça, voilà. Alors le tweet, Ruth El Krief, manipulatrice. Si on n'injure pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Donc juste à cela, il y a Darmanin qui était sur BFM TV aujourd'hui, je crois, qui a annoncé du coup que El Krief était mis sous protection policière. Voilà, donc sous-entendu que du coup ce tweet de Mélenchon mettait en danger la journaliste. Et voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est encore un prétexte pour s'attaquer à Mélenchon? Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, si vous vous le souvenez, moi ça m'a fait penser tout de suite à quand ils ont mis sous protection Shell Goumi, quand ils ont mis sous protection Zineb Al Razoui. À chaque fois, ils font ça, le ministère de l'Intérieur, ils mettent sous protection Alors, ceux qui... À cause de vous, ils sont en danger. Quoi. Ceux qui sont critiqués et aussi ceux qui peuvent être attaqués par du coup des attentats entre guillemets djihadistes, entre guillemets islamistes, etc. Ce qu'on dit pas, hein, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais bon. Ouais, c'est le ratio. C'est-à-dire que, en fait, cette mise sous protection, c'est une mise en danger de ceux pour lesquels on prétend mettre sous protection quelqu'un. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Ça veut dire que quand effectivement Ruth El Krief est mise sous protection par Darmanin, cela veut dire que celui qui est supposé être responsable de cette mise sous protection, en l'occurrence Mélenchon, c'est lui qui présente un danger, et c'est dans cela qu'on lui met une cible sur Mélenchon. C'est comme ça qu'il faut lire l'actualité. Par exemple... Donc toi tu retournes le truc carrément. Oui, mais si on prend par exemple comme le cas de Mohamed Kassi, ce journaliste du Monde, qui s'oppose, qui fait son boulot de journaliste, et qui met en difficulté le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovix. Bon, Olivier Rafovix a des paroles très dures. Il dit attention, vous en gros, quelque chose du genre, vous attaquez Tsahal et Israël. On voit bien ce que ça veut dire, comment c'est lourd de conséquences quand le porte-parole d'une armée qui est tout sauf partisane de Gandhi, n'est-ce pas? Eh bien, quand il fait ça, ça veut dire c'est une menace voilée contre Mohamed Kassi. Darmanin n'a pas jugé bon de mettre sous protection Mohamed Kassi, parce que depuis, Mohamed Kassi reçoit moult menaces de mort et autrement plus sérieuses que ce que prétend Darmanin contre Ruth El Krief. Il n'est pas soutenu par les autres journalistes, lui. Il n'est pas soutenu, tout le monde a peur, etc. Ce n'est pas le seul, il y en a eu d'autres comme ça. Donc on voit bien que c'est très perfide cette histoire de mise sous protection. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui éventuellement pourraient menacer Ruth El Krief, etc. On est bien d'accord, tout est possible dans ce monde terrible. Mais ce que je veux dire, une chose est certaine, c'est qu'en faisant cela, et en ne le faisant pas pour d'autres, eh bien, il met des cibles sur certaines personnes. C'est quand même Mélenchon qui a subi des tentatives d'attentat, et autrement plus sérieuses. Il n'a pas de protection non plus. Et c'est le cas de tas d'autres députés de Léoto. Enfin, on l'annonce pas avec fracas. Je ne crois pas qu'il est sous protection. Mais alors, le truc déjà, c'est vrai que eux, ils ont mis sous protection policière Ruth El Krief pour donner l'impression, vous vous rendez compte, Mélenchon ose la critiquer alors que... Il la met en danger, voilà. On la met en cible. Voilà. Mélenchon, on sait qu'il y a eu des attentats, qu'il y a eu des tentatives d'attentats. Il y a quelqu'un qui avait pris 9 ans de prison là, parce qu'il avait organisé, mais pas seulement Mélenchon, mais il faisait partie de la liste. Et pourtant, tout le monde n'arrête pas quotidiennement de cracher sur Mélenchon, en plus en le présentant comme le candidat de l'islamo-gauchisme, et là en plus en le présentant comme l'idéologue des attentats. Parce qu'on est en train de dire, Mélenchon s'exprime et on dit, il est en train de mettre une cible sur Ruth El Krief, genre Mélenchon parle aux terroristes et il l'écoute pour savoir qui doivent abattre. C'est ça Ciotti a dit Mélenchon est un islamiste, carrément, c'est un tweet d'aujourd'hui. Darmanin a dit que Mélenchon était un irresponsable, c'est ce qu'on sous-entend par là. Oui, non mais c'est ça, c'est qu'on sous-entend que voilà, il a parlé aux terroristes parce qu'ils écoutent Mélenchon et tout. Mais aussi ce qui est déjà le tweet, je le trouve pas très agressif. Mais oui, non mais en plus non mais ça c'est, je veux dire, parce qu'il y a toute la bourgeoisie qui a réagi, notamment Tondelier, je vois que des gens qui ont fait référence au ratio, qui lui a mis efface. Mais toute la bourgeoisie a surréagi par rapport à un truc qui est, je veux dire, mais c'est quoi le scandale? Je veux dire, peut-être que Ruth El Krief est très polie, mais les propos de Ruth El Krief sont dégueulasses. Je veux dire, quotidiennement, on se rappelle qu'elle avait accusé une ONG de ne pas parler des prisonniers, des otages. Des otages, voilà, en mentant et hontément. Ruth El Krief est habituée de ce genre de mise en scène. En plus, je veux dire, tous les jours, quotidiennement, les musulmans sont insultés. Alors peut-être qu'ils le sont poliment, peut-être que sans dépasser, sans aller trop fort dans le ton. Il y a des façons polies de menacer. Voilà, mais ils sont insultés tous les jours. Et là, c'est vraiment la bourgeoisie qui est choquée
parce que quelqu'un s'énerve. Ça me rappelle, vous avez vu, il y a aussi un député à l'Assemblée nationale, la vidéo a tourné, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Beneklis, je sais pas, mais il s'est énervé à l'Assemblée dans une... je sais pas, comment on appelle ça quand ils font des... Voilà, en commission d'enquête. Hugo Bernalicis. Il s'est énervé et puis dans le Nord. Sa colère était légitime parce qu'on parlait d'un sujet très sérieux. Il y a de quoi être en colère. Sur la loi immigration. À un moment donné, tu pètes un câble. Et donc toujours les mêmes bourgeois de gauche, comment ça s'appelle, Rousseau. Sandrine Rousseau, je m'intéresse très peu à ce genre de colère très masculine. Déjà, c'est quoi les femmes à chaque fois, je dis que c'est de la colère masculine. On a rien à foutre du reste. Je crois que tu connais pas les femmes de quartier populaire, toi. Non, mais avec Margaret Thatcher, elle. Non, mais il y a des colères qui sont saines. Heureusement que tu es en colère quand il y a une destruction des droits, notamment quand ça va toucher les plus pauvres. Moi, je suis rassuré. Moi-même, et c'est là où Mélenchon est très fort, il a raison de persister, c'est que Mélenchon, il a eu du soutien parce que les gens sont en mode enfin. Quelqu'un qui s'énerve face à des insultes que subissent les musulmans. On appelle ça une colère légitime. Il y a des colères légitimes. Moi, ce que je trouve très très fort dans la sortie de Mélenchon et dans le fait qu'ils tiennent bon, c'est que là on assiste, on en avait parlé la semaine dernière sur justement le côté asymétrique du traitement médiatique, et là on assiste à une volonté de... le mot de terroriser presque les personnes qui voudraient s'opposer justement à cette doxa, à cette voie, à cette cabale médiatique. Et lui, là où je veux dire, il joue un rôle politique majeur, c'est qu'il est devant nous, quoi. Et il tient le coup, il s'attaque j'allais dire aux notables, notamment Rutel Krief de ce système. Et il leur dit, on ne lâchera pas. Et derrière, il y a ces lieutenants, je pense notamment à Mathilde Panot, à Bompard, Léoto, voilà, qui sont super bien outillés. Je trouve que par rapport à il y a 20-30 ans, on a des numéros 2, des numéros 3. Voilà, mais surtout qui sont outillés, qui ont les moyens. Quand tu vois Bompard, ce qui se prend dans la tronche dans cette émission, le gars, t'as l'impression il est en mode chat GPT, t'as les réponses, elles arrivent et tout. Mais moi, franchement, j'ai peut-être envie de te lever, de crier tu vois. Et donc, ce que je veux juste, j'ai terminé, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que là, je pense qu'il a conscience. Il a conscience du moment historique qu'on est en train de vivre. Exactement. Et que si lui lâche, c'est tout le reste, c'est tout l'édifice qui lâche. Et donc, respect à Jean-Luc. C'est vrai qu'on n'a pas à Jean-Luc. Non mais juste, je pense qu'il a très bien compris. Il y a eu des sondages qui sont sortis il y a pas longtemps qui montraient que les gens voyaient en fait deux poids deux mesures dans les médias et ils faisaient encore de moins en moins confiance aux médias. Et du coup, en ne lâchant pas, au lieu que les gens tombent dans le colpotisme tous pourris, lui, il garde la ligne droite et justement, je pense qu'il va beaucoup politiser les gens. Il sait qu'il a gagné avec cette ligne de rupture. Voilà, exactement. Parce que les gens demandent de la radicalité. Et je voulais juste ajouter un truc, c'est que pour les attentats, on sait très bien que les attentats les plus déjoués en France, ça reste l'extrême droite. Ça a été prouvé. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un autre extrait sorti de Pascal Praud, chez Pascal Praud, où il y a un gars qui les appelle, qui dit je crois, à Panot. Parle bien dans le micro. Oui, qui dit à Panot, et il y a une autre députée, je ne me souviens plus de son nom, qui dit prenez une protection policière parce que peut-être moi je vais passer à l'acte, j'en ai marre de vos trucs, tu vois. Donc là il menace en direct à la radio et t'as Pascal Praud qui est comme ça en train de se ronger. Mais ça c'est un truc récent. Faudrait que je retrouve la vidéo, mais de toute façon c'est pas la première fois. Régulièrement il y a des menaces. Rappelez-vous comment il s'appelle le pied noir là qui avait dit faut dégommer la FI. Mathias, le pied noir. Il y a Pascal Praud. C'est pas un pied noir? Oui, mais accessoirement c'est un très grand chanteur. Je sais, mais c'est un rapatrié. C'est vrai? Je sais même pas si c'est un pied noir. Non, c'est pas un pied noir. C'est pas un pied noir. Non, les Algériens qui prenaient position pour la France, on les appelle les harkis habituellement. Non, mais Mathias, il est sur pied noir comme étant chanteur. Oui, mais il était partie prenante aussi. Non, mais bien sûr. Les pieds noirs, c'est des Français qui vivaient en Algérie. Voilà. Mathias, il était algérien avant. Oui, c'est ça. Algérien devenu pieds français par le décret Crémieux, etc. Mais en tout cas, on va dire rapatrié. Moi, je voudrais juste rajouter une chose aussi sur Mélenchon. C'est là, il y a Edoui Pellenel qui a mis non, mais on peut pas excuser la violence ad hominem contre les journalistes qui entretient la haine de la démocratie, de son pluralisme et de ses libertés.
Il n'en rate pas une, Plenel. Mais ce qui entretient la haine de la démocratie et tout, c'est qu'il y ait des Rutel Krief H24 à la télé. C'est qu'on les voit partout, qu'elles mentent. Là, on a eu une émission où c'était juste tous les bourgeois qui étaient réunis pour descendre Mélenchon. Est-ce que vous avez vu l'extrait? Les gens ne sont plus dupes et ne sont pas dupes de cette élite mise en scène qui sont toujours là, c'est toujours les mêmes. On voit Valls, on voit Barbier, ils sont toujours là, toujours invités. Et il est où le pluralisme? Bien sûr. Et je veux dire, critiquer ça peut-être de manière violente, c'est ça qui est important pour redonner espoir aux gens sur la démocratie. Et ça me rappelle aussi la phrase pour terminer de la rappeuse, comment elle s'appelle, la rappeuse que Kazé qui avait un propos sur ça, qui disait mais attends, c'est légitime aussi parfois de s'énerver. C'est un truc qui tombe très souvent, mais dès que ça arrive, les gens sont choqués. Enfin, les bourgeois comme Tondelier et toute la gauche et ils croient qu'ils peuvent être respectables. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'AFI, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont dans une vraie rupture. Exactement. C'est parce qu'ils sont réellement dans la rupture qu'ils sont aussi attaqués. Eux, ils sont en mode non, mais il y a peut-être un moyen d'être bien aimé. Non, ça n'existe pas. La rupture soft. Voilà, ça n'existe pas. Soit tu es en rupture. On est en rupture, mais je veux bien qu'on reste copains. Voilà. Sur un sujet comme le bon signe, là où Mélenchon, et on voit qu'il est dans la bonne voie, c'est qu'il est grave attaqué. L'AFI est grave attaqué par toute la classe bourgeoise. On connaît la formule de Mao. C'est une bonne chose d'être attaqué par la bourgeoisie, évidemment. C'est une bonne chose d'être attaqué. Je crois que l'AFI en fait absolument la démonstration. Alors souvent, on entend dire il n'y a pas d'homme providentiel dans l'histoire, seul compte les masses, etc. Sauf que oui, ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, bien sûr qu'il y a eu des hommes et des femmes providentielles. Faut que évidemment. Ça s'incarne dans quelque chose. Et ça s'incarne bien évidemment. Et moi, je pense que l'AFI, Mélenchon et aussi tous ces jeunes députés de l'AFI sont vraiment tout à fait providentiels pour ce pays. Et on ne le dira jamais assez. Heureusement qu'ils existent. D'ailleurs, chaque matin, je remercie Dieu d'avoir inventé l'AFI. Pour tempérer ça, je veux dire, dans le truc de l'homme providentiel, c'est-à-dire que Mélenchon, c'est surtout nous qui avons fait de lui un homme providentiel. Nous, je parle des mouvements sociaux en général. C'est le résultat. Les forces politiques qui ont contribué parce qu'il était à l'écoute. Il était à l'écoute. À ce qu'il pèse autant dans le rapport de force. Mais il aurait pu... le produit de nos luttes. C'est ça, c'est le produit. Exactement. Mais c'est vrai qu'il aurait pu aussi refuser cela, parce que c'est un fardeau. C'est quand même un fardeau. Je veux dire, c'est pas exempt de coûts et il risque gros. Moi, je dis simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec cette jeune députée qui était venue, Irsalis, Soudet, etc. Vous avez vu ce qu'ils se prennent, mais actuellement, chaque député de la FI, d'accord, se prend dans la gueule des choses absolument inimaginables. En sachant qu'on est en 2023, bientôt 2024, il reste 3 ans avant les présidentielles. Mais t'imagines, 3 ans. Bien sûr. Là, quand tu vois le climat, la tension à J-3 ans, bien sûr, on imagine que ça va être un truc de ouf. Donc eux, j'espère pour eux qu'ils auront des protections. Bien sûr. Parce que là, ils nous parlent de Rutel Krief, à mon avis, elle risque rien du tout, parce que je vois pas qui aurait l'intérêt et aurait les moyens de faire quoi que ce soit. Et voilà, bon, on le souhaite pas de toute façon. Mais par contre, je pense que parmi les élus au sens large de la France insoumise, je pense qu'il y a un moment donné, ça peut devenir... mais c'est prouvé. C'est évident. Les fachos ont un boulevard devant eux. On a un gouvernement qui est pratiquement en train de leur servir la soupe en permanence. En tout cas, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que ce degré de violence auquel on assiste actuellement, moi, je ne l'ai jamais vu dans ce pays. Je dis franchement, je ne l'ai jamais vu. Il y a eu des moments où il y a eu de la violence politique. Mais à ce point, et surtout sans réaction majeure, parce qu'il y a eu des moments où il y avait de la violence politique, mais aussitôt, on avait des mobilisations de toute la bonne gauche, etc. Il y avait les humanistes, etc., mais qui faisaient leur boulot, les intellectuels, aussitôt, on avait des pétitions. Mais là, on n'a strictement rien. C'est ça qui est absolument effrayant. On passe sur la Palestine ou ça va ? Quelque chose à ajouter sur ça ? Non, c'est cool. Tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, sur l'actualité en Palestine, donc, si on part de la France, déjà, aujourd'hui, il y a eu une tribune qui est publiée sur Mediapart. Donc, cette tribune, elle s'appelle « Le monde académique appelle au cessez-le-feu permanent à Gaza ». Donc, elle est signée par 600 membres du monde académique, des chercheurs, des universitaires, des enseignants. Et en fait, cette tribune, elle appelle au cessez-le-feu. Elle dénonce l'occupation israélienne, elle dénonce le blocus sur Gaza. Et aussi, elle interpelle sur la situation du milieu académique et éducatif, et bien tout simplement en Palestine. Ils disent par exemple, la violence qui s'est abattue sur les milieux académiques et éducatifs palestiniens à Gaza, 9 universités ont été détruites, tandis que l'armée israélienne vandalise les campus universitaires et procède à des rafles parmi les enseignants et les étudiants en Cisjordanie. Ces dernières semaines, plus de 3100 étudiants et écoliers palestiniens ont été tués et 67 ont été emprisonnés.
qu'est-ce que vous avez pensé de cette tribune ? Est-ce que vous la saluez ? Est-ce que vous trouvez qu'elle arrive un peu peut-être tardivement ? Alors perso, je l'ai pas lu. Non, mais juste le fait qu'elle existe, quoi. Une tribune du monde académique pour le cessez-le-feu à Gaza. Voilà. Personnellement. Après, t'es pas dans le micro. Ouais, moi non, personnellement, j'ai pas d'avis particulier. Pas d'avis, ouais. Après, t'as pas vu les dossiers, oui. Ils sont toujours en retard, mais c'est le propre du milieu académique, quoi. Oui, ils sont pas mous. Non, mais après, quand on voit ceux qui ont signé, je sais qu'il y a Bantini, il y a des trucs comme ça. Bantini, donc c'est des gens qui, Terry, c'est des gens qui ont l'habitude de militer et qui ne sont pas seulement dans le cadre académique et qui savent qu'il faut dépasser ça. Mais après, c'est le propre du milieu académique universitaire que de se dire ah non, mais on sait pas, il faut faire des enquêtes. C'est un peu surtout en sciences humaines et tout, faut un peu du temps. Et puis nous, on est neutre, on n'a pas à s'engager, ça détruit un peu la recherche. Donc moi, ça me surprend pas. Après, c'est bien qu'il y ait des chercheurs qui le fassent. Mais je veux dire, c'est propre au milieu académique d'avoir toujours un cran de retard, quoi. Surtout dans notre période actuelle. Youssef, tu veux nuancer, Youssef ? Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que dit Wissam, mais avec quand même quelque chose à ajouter, c'est que on en discutait, ça fait quand même 2 mois déjà. Bah oui. Ça fait 2 mois, ça fait 20 000 morts, quelque chose comme à peu près autant de blessés, des blessés très très graves, il y en a au moins 3 000. On a encore des gens sous les décombres, on a des tas de gosses. Donc, moi je dis, franchement, force et honneur à ceux qui ont signé. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, ce n'est pas eux que je vise. Mais d'une façon générale, je parle du milieu académique français. Je vois, malheureusement, il y a des grands... Alors, je ne vais pas parler des mandarins, ceux qu'on appelle les mandarins, hein, mais il y a quand même de grands noms qui manquent. Je n'ai pas vu la liste complète. Oui, c'est vrai. Hein, mais il y a quand même de grands noms. Alors on va pas les citer pour pas les mettre. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a mis du temps. Hein. Je pense que ça a dû traîner cette histoire de chercher. Mais on va quand même les citer. Oui. Non, bien sûr que ça met du temps parce que comment ça se passe une pétition ? On la balance, elle circule. Tu veux signer ? Non, je suis en vacances. Quand je reviens, d'accord. Mais j'ai pas eu le temps là parce que on voit très bien toutes les échappatoires qui peuvent exister. Hein. Ce que je dis, c'est que 600 noms, c'est pas mal, mais au regard de ce qui se passe. C'est bien plus. Là, j'ai les photos là on peut pas l'avoir évidemment à l'écran, mais c'est je ne sais pas si on peut voir cela, mais c'est université. Regardez, en haut, c'est l'université avant, l'université de Gaza avant. Et là, maintenant, voilà ce qui en a été fait. En dessous, ce qu'il en a été fait. Vous voyez, c'était la grande université de Gaza, celle la prestigieuse, celle dont Gaza était fière. Enfin, il y en a plusieurs. Regardez ce qui a été fait en haut, hein, et en dessous. Voilà, l'armée israélienne. Attendez ça un peu. La civilisation est passée. Ah oui. Bon, on vous enverra le lien. On l'a vu de toute façon. On va voir mes chaussures bientôt. Non mais vas-y. Bon, alors attends. On l'a vu de toute façon. On l'a vu. Voilà. Déjà on a peur. Non mais c'est il y a pas d'université quoi. Non mais c'est effroyable. Non mais ce que je veux dire c'est que ça veut dire Israël a le droit de se défendre. Hein, Israël a le droit de se défendre. Vous avez vu l'université ? Israël a le droit de se défendre. Donc, on a des gamins entiers, des classes entières qui ont été massacrées, notamment des classes de l'UNRWA, etc., avec les professeurs et élèves qui ont été entièrement massacrés. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bien, c'est très bien, je dis, pour les universitaires qui ont signé, mais vraiment, je déplore les absents. Il y a des absences, comme on dit, qui sont pesantes. Il y a quand même beaucoup d'absents. On ne va pas les citer, hein, mais on va quand même finir par les citer. Hein, si vous on en est à là. Mais voilà. Et non, juste une précision, le milieu académique c'est quand même important pour Gaza parce que c'est une des populations les plus instruites du monde. En termes de. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Je le dis en termes de bacheliers. Voilà, c'est que longtemps les Palestiniens étaient un des peuples du monde qui avait le plus grand ratio de bacheliers au monde. Pour une raison juste, c'est que les Palestiniens après 49 ont énormément investi dans les écoles de l'UNRWA, hein, puisque l'UNRWA, vous savez, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, qui était créé pour 2 ans à l'époque. Voilà, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNRWA. Il y a un bébé sur le plateau. Il y a le bébé de Yazid sur le plateau. Ah bah oui. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Bon alors, l'UNRWA était le Haut Commissariat aux réfugiés, enfin d'accord. Et donc il y avait énormément d'enseignants et ces enseignants étaient eux-mêmes des Palestiniens. Et les Palestiniens ont investi beaucoup dans les études après 48-49, étant donné qu'ils n'avaient plus rien, d'accord. Et c'est la raison qui a fait que pendant longtemps c'était un des peuples les plus alphabétisés. Et en tout cas, le plus grand nombre de bacheliers, le ratio par rapport à la population. En termes de niveau d'instruction, c'est une des meilleures. Et oui, en fait, l'instruction, ça représente un réel espoir pour eux. Et puis c'est normal, en fait, quand tu as tout perdu, il te reste le savoir et ce que tu peux développer tout. Le savoir est une arme. Ouais. Exactement. Et comme vous le savez, donc on peut enchaîner. Comme vous le savez, donc c'était la fin de la trêve humanitaire.
Ce qui signifie tout simplement que les bombardements, ils ont repris en fait la semaine dernière. Ils ont repris la semaine dernière à Gaza. Donc il y a eu déjà plusieurs centaines de morts du fait de ces bombardements. Et là, 4 à 500. Voilà. D'ailleurs, juste une coupure parce que ça va permettre à Youssef de rebondir, mais très vite s'il te plaît Youssef. Mais quand on parlait de trêve humanitaire, il y en a certains qui ont, parce qu'il y a eu un attentat du Hamas en Cisjordanie, il y en a certains qui ont accusé le Hamas de ne pas respecter la trêve, alors que la trêve n'était pas en Cisjordanie, n'était pas respectée par Israël déjà. Je sais qu'il y a Ari Halimi qui avait un peu mis la responsabilité sur. Alors il va jouer sur le fait que c'était Jérusalem Est, Ouest, pas Est, etc. Peu importe. En tout cas, il n'y a pas de trêve qui a été négociée. Et pendant qu'il y avait la trêve à Gaza, de toute façon, eh bien la Cisjordanie est à feu et à sang actuellement. Le nombre de morts est effroyable également en Cisjordanie. Hein. Et en Cisjordanie, il y a une résistance aussi extrêmement active. Mais tu as tout à fait raison. Et on avait la vidéo d'un enfant qui avait été tué par un sniper là, qui est horrible. Enfant de 8 ans, de 8 ans qui est abattu comme ça. Hein, un enfant de 8 ans. On abat des enfants de 8 ans maintenant. Il y a quelqu'un, il a dit mais j'aimerais bien voir le début de la vidéo. On sait déjà. Contexte, point d'interrogation. C'est des malades. Je comprends pas. Comme avec Naël. Non, mais c'est. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que. Je veux dire, quelle est la raison pour laquelle tu peux tirer avec un sniper sur un enfant? Merci pour le soutien des gens. Et autre chose, c'est que non seulement cela, mais des enfants qui de toute façon sont désarmés. On l'a bien vu quand il se fait abattre, il a rien dans les mains, donc au maximum il a tiré une pierre sur les soldats. La réponse, c'est on l'abat directement. Juste parce je crois qu'à la Real, vous pouvez changer, parce que là je parle pas depuis 5 minutes, si vous voulez. Aïe aïe aïe, ça non mais je suis un peu stressé, je suis en mode ok, c'est pas moi qui parle. Oui, ça me spot. La technique, vous faites quoi? Non, je rigole. Non, tu m'as coupé, Wissam, mais ce que j'allais poser comme question, c'est que là, la nouveauté, c'est pas la nouveauté, mais c'est que là, les bombardements sont ciblés aussi sur le sud, et l'armée israélienne le dit. Elle a dit à des zones du sud d'évacuer. Elle a décidé de changer, oui. Voilà, donc il y a un changement de discours et un peu de tactique. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à bombarder le sud, sachant qu'ils avaient déjà bombardé le sud avant? Ce que disent les Palestiniens, enfin la résistance palestinienne, ce qu'ils disent, c'est que 70% des forces au sol israéliennes sont allées vers le sud maintenant. Parce qu'officiellement, il paraît que selon ce que les Israéliens ont tiré comme conclusion des otages, etc., ce qu'ils ont pu glaner comme renseignement, eh bien, ils pensent que les otages sont détenus au sud. Hein. Mais donc du coup maintenant ils se disent on va régler leur compte à ces populations du sud. Rappelons que c'est le sud où ils avaient demandé précisément aux gens d'aller se réfugier. Hein. Alors maintenant ils disent on change tout. Mais la vérité elle est ailleurs. La vérité elle est que si 70% des troupes au sol d'Israël a quitté le nord, c'est que la résistance est extrêmement vive. On l'a dit, c'est pas la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, on voyait les images. Hein. C'était tous les soirs, ou la guerre civile libanaise, tous les soirs à 8h on avait les images. Là c'est une guerre sans images, uniquement les destructions. Hein. Mais on voit pas. Et juste sur ce point-là, non mais parce que moi c'est un truc qui me turlupine vraiment. Pourquoi il n'y a pas d'image Parce qu'il n'y a pas de reporter. Pardon. Pourquoi il n'y a pas d'image? Parce qu'il n'y a pas de reporter. Notamment des combattants par exemple. Parce qu'Israël tue tous les journalistes. 70 journalistes ont été tués. 70 journalistes. Donc les seules images qu'il y a, ce sont les images des caméras GoPro que les combattants ont sur eux. Mais 70 journalistes qui sont tués. Le but, c'est pas uniquement de tuer des journalistes, c'est aussi d'empêcher toute information que le massacre ait lieu en huis clos, comme on dit. Hein, que l'entreprise génocidaire ait lieu réellement en huis clos. Ça, c'est D'ailleurs, il y avait une rencontre entre Elon Musk et Netanyahou, des responsables israéliens. Et dans la discussion d'une négociation pour que Internet soit rétabli ou autorisé que avec l'aval d'Israël. Vraiment, il y avait des discussions. Elon Musk est vraiment pro-israélien. Mais complètement, c'est absolument hallucinant. On voit bien il vient de l'apartheid lui aussi. On voit, bien sûr, on voit bien tous les comptes qui sont supprimés de Twitter pour un oui, pour un non. On voit bien, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que donc 70% des troupes israéliennes au sol ont quitté le nord et vont vers le sud. Parce que quand tu n'arrives pas à vaincre une guérilla, qu'est-ce que tu fais? Tu bombardes. Tu te venges en bombardant. Donc il n'y a plus rien à bombarder au nord. Donc maintenant, ils disent on va bombarder le sud. La vérité, elle est là. Et surtout, ils ont reçu des coups énormes. Et si on voit le déroulé des opérations qui ont lieu, des opérations au sol, on n'en dit pas un mot à la télévision, mais attention, les pertes sont très importantes. Mon autre question, c'était est-ce qu'on a une visibilité sur les pertes israéliennes au sol? Alors c'est toujours pareil, parce qu'il y a de la propagande dans les deux camps, on est bien d'accord, et c'est normal, on va dire en toute situation de guerre. Il y a des choses qui ne sont pas dites aussi, parce que ça ne sert pas les intérêts de chacun. Parce que j'ai entendu certaines choses, on va dire, et justement... Il n'y a rien qui est vérifiable. Il y a quand même... semblaient très importantes. Si, il y a quand même des choses vérifiables par des recoupements.
par des recoupements. Par exemple, si je vous dis que l'armée israélienne a décidé de reconstituer toute une division à cause des pertes à Gaza, par exemple, l'armée israélienne avait vendu des chars Merkava un petit peu déclassés à d'autres pays. Hein. Eh bien, la vente a été annulée et on a rappelé, enfin c'est un truc, ils n'étaient pas encore partis. Hein. Eh bien, tous les chars qui devaient être vendus ne sont plus vendus et on reconstitue une division avec, visiblement à cause des pertes subies. Et la plupart des gens, les commentateurs militaires s'entendent, les commentateurs sérieux, parce qu'en France on n'est pas dans un pays sérieux pour l'information, disent qu'il y aurait environ 300 véhicules militaires israéliens, entre blindés, entre transports de troupes, entre bulldozers blindés et autres, qui auraient été détruits. 300, c'est énorme. Oui. Si on dit que lorsqu'Israël avait fait cette guerre, la guerre de juillet en 2006, face à Hezbollah au Liban, Israël avait eu à peu près 80 véhicules militaires détruits, et ce qui avait été vraiment une déconfiture pour Israël. Et là, on parle de 300 véhicules. Et moi, en tout cas, je ne pense pas que les gens puissent mentir à ce point, hein, parce qu'on a des images qui arrivent, hein, et on voit bien les chars en train. Alors, est-ce qu'ils sont détruits ou pas? Complètement, j'en sais rien, mais ils sont vraiment allumés, hein, au lance-roquettes. Hein, et c'est tous les jours, il y a au moins 15-20 véhicules qui sont détruits. C'est la moyenne. C'est quand même énorme, hein, dans une guerre. Yazid, vas-y. Que 60 par an aussi. Voilà, c'est ça. Oui, pour les chars Merkava. Ouais. Juste pour les journalistes, en fait, les images qui nous autorisent, en fait, c'est les journalistes qu'on appelle embed par CNN. Donc en fait, ils sont intégrés à l'armée israélienne, ils les suivent, et Tsahal leur montre exactement tout ce qu'ils veulent leur montrer. Comme en Corée du Nord, quoi. Voilà, si tu veux. et donc, en fait, oui, il y a eu plusieurs fois des passages qui ont été filmés sur CNN, et après on a découvert qu'en fait c'était une mise en scène. Par exemple, il y avait une vidéo où ils arrêtaient soi-disant un Palestinien, et après on le voit partir, etc. On le voit se faire arrêter. Et après, il y a un gars qui filme. Le micro. Il y a un gars qui filme avec son téléphone et on le voit remettre son pantalon. Comme à l'hôpital Al-Shifa avec la fausse médecin. Le micro. Oui. La fausse. Oui, je parlais dans le micro. T'étais là, t'étais comme ça. Ah ouais, absolument. Cette femme qui était une prétendue infirmière palestinienne. Les amis, faut enchaîner. Ouais, voilà. J'avais une dernière question. Alors, j'avais une dernière question. Non, vraiment une dernière question. Khan Younes, c'est dans le sud. C'est dans le sud. C'est dans le sud. Entre Khan Younes et Rafah, il y a très peu d'espace. Ah, très peu d'espace. Ouais. Donc aujourd'hui, tous les Palestiniens, est-ce qu'ils sont tous reclus dans cet espace? Non. Il y a à peu près, non mais beaucoup quand même, parce que en gros au départ il y a 2 300 400 000 Palestiniens, et il y a quand même 1 300 000 qui auraient été déplacés vers le sud. Alors des gens qui étaient déjà, mais en tout cas aujourd'hui, hein, non, ils sont pas tous là-bas. Non, il y a encore énormément qui sont dans Gaza Nord. D'ailleurs, on a des images de Gaza Nord où les gens essaient de survivre, ils se font à manger dans la rue, c'est la nourriture collective dans la rue. Hein. Tout le monde fait à manger pour tout le monde, on cuit le pain pour tout le monde. Il y a quand même beaucoup de solidarité à Gaza Nord. Hein. Et voilà. Et donc, mais dans le sud, il y a environ 1 300 000 actuellement palestiniens qui seraient plus d'1 300 000 qui seraient donc massés dans le sud, Khan Younes jusqu'à la dans moins de 40-50 km². Et sur Khan Younes, c'était dimanche que l'armée israélienne a désigné une zone de 20%. Qu'il fallait évacuer de façon immédiate. Voilà, sous-entendu, on va bombarder cette zone-là de Khan Younes. Donc non, tout le monde ne doit pas rester là-bas. Zone dans laquelle ils avaient demandé aux gens de venir se réfugier. Exactement. Là, tout va bien. T'as capté tout le paradoxe. Tout va bien. La guerre, voilà la guerre. Qui n'est pas un paradoxe, qui est en fait le but. C'est une guerre aux enfants, c'est une guerre aux civils, c'est une guerre aux femmes qui est faite. Hein. C'est pas et d'ailleurs, où est-ce qu'on a vu une guerre dont l'essentiel des combats se passe à côté des hôpitaux? Non, mais vous avez vu ça? C'est quoi? C'est la Croix-Rouge? Non, mais c'est une guerre dont l'essentiel se passe. Tous les combats que je vois, les récits, c'est toujours c'est Beit Hanouna comme dans le nord, où ils essayent à chaque fois de rentrer, de faire des incursions dans le camp de Jabalia, etc. Ou sinon, c'est autour des hôpitaux. Ouais. Voilà, c'est une armée qui est spécialisée dans l'attaque des hôpitaux. Parce qu'ils disent que le Hamas est caché sous les hôpitaux, mais on a vu avec le dernier hôpital leur butin de guerre où il y avait tellement rien qu'ils ont même mis les dates. Y a un tunnel boîte de dates à manger. J'ai pas vu ça. Oui, ils l'ont exposé. Il y avait quoi, 3 armes, 2 grenades. Ils ont mis le Coran, 2 livres et il y avait une boîte de dates. Et t'avais les soldats. Mais je ne comprends pas. Il y avait un tunnel sous l'hôpital, mais c'était eux qui l'avaient construit. Et en fait, ils pensaient que le Hamas allait l'utiliser. Les amis, je suis désolé, on doit enchaîner. Comme on a commencé en retard, on n'a pas le temps de plus développer. Non, pardon. Allez, vas-y. Non, mettons pas ça sur la vas-y. Donc on va passer à la chronique ciné de Yazid. Donc sur le film Yalla Gaza, donc que tu as pu voir. Donc c'est un film qui est actuellement en salle depuis le 8 novembre. C'est ça. C'est un film documentaire réalisé par Roland Nurier. Exactement.
au sujet du blocus de Gaza, si je me trompe pas. Oui, il prend. Voilà. Donc il parle globalement de Gaza. Et donc c'est Roland Nurier. Ouais, j'imagine, vu le titre. Du char et de l'olivier. Merci. Est-ce qu'il est relou aujourd'hui? Donc en fait, petite présentation rapide du film. Donc en première partie, il va donner un excellent contexte historique. Et donc sur la création de l'État d'Israël, de la bande de Gaza, globalement depuis le mandat anglais jusqu'à 2022. Le micro. Depuis le mandat anglais jusqu'à 2022, il va vous présenter Gaza. Et donc ensuite, il va parler de la vie à Gaza, mais il va pas le faire de la manière un peu misérabiliste dont on peut avoir l'habitude dans les médias et quand c'est des moments de guerre, quoi. Exactement, c'est ça. Donc en fait, il va juste montrer comment des actes banals de la vie de tous les jours deviennent en fait tous des actes de résistance. Donc en fait, t'as Ok. Ah bah oui. Donc juste aller pêcher, jouer au foot, travailler la terre, danser, etc. Tout ça, ça devient des mouvements de résistance. Donc il parlera aussi du haut niveau d'éducation des habitants de Gaza et de la symbiose aussi entre les chrétiens et les musulmans. Voilà. Ok. Donc il montre par exemple un couple d'amis qui est chrétien-musulman, et donc il y en a un qui est aveugle, un musulman aveugle, et son ami chrétien l'aide à aller à la mosquée. Voilà. Donc, il l'attend même en plus. Il attend qu'il sorte de la prière pour le ramener à la maison. Ouais. Et donc j'imagine que c'est hors période de guerre, parce que dans la bande-annonce, j'ai quand même vu un moment il y avait un bombardement. Oui. En fait c'est Gaza, donc c'est un peu tout le temps la guerre. Il arrive qu'il y ait des bombardements. Il y a toujours le Hamas ou une organisation qui envoie et Israël qui répond, ou juste Israël qui envoie tout. Voilà, donc ça parlera aussi d'un problème que... Vas-y, j'ai une question, mais vas-y, termine après, j'ai une question. Ouais, juste, ça parlera aussi d'un problème qui n'est pas très abordé, c'est le trouble psychologique sur les enfants. Donc on va suivre l'UNRWA, des psychologues de l'UNRWA qui aident les enfants à se rétablir en fait de tous les traumatismes qu'ils subissent, parce que psychologique aussi, on n'en parle jamais. Exactement, parce qu'il y a des enfants, ils sont nés, donc ils ont eu 3 ans, ils ont subi un bombardement, et 5 ans plus tard ils en resubissent un autre. Donc comment tu veux te structurer, voilà. Et juste pour finir, donc ça parlera du droit international avec très belle interview de Gilles Devers, qui est un tueur. C'est qui Gilles Devers? L'avocat. Gilles Devers, ouais, un grand avocat. C'est l'armée d'avocats des Palestiniens. Donc, qui mène la plainte actuellement. Là. Voilà, c'est ça. Plus en ce moment, avec une armée d'avocats du monde entier, ils sont en train de mener une plainte à la Cour pénale internationale. Ok. Voilà. Et tu avais une question? Ma question, c'est juste parce que j'avais vu la bande-annonce, et au niveau des intervenants, c'est des... C'est quoi? C'est des... Ah, ok. Oui, du coup... Donc en résumé, donc tous ces actes montrent que le peuple palestinien, il montre la dignité d'un peuple qui se relèvera toujours. Voilà. Oui. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs intervenants qui ont été interviewés. Donc on a Pierre Stamboul, Sylvain Sipel, Maria Bouboudaka, et surtout plusieurs habitants de Gaza. Très bien. Des professeurs, des éducateurs, des historiens. Et mention aussi, il y a une histoire folle de la première palestinienne à avoir porté plainte à la Cour pénale internationale. Okay. Donc en fait, elle a été blessée par un tir d'Israël, et donc elle a perdu 3 membres de sa famille. Ils l'ont fait sortir des tunnels vers l'Égypte. Elle est allée jusqu'en France. Ils l'ont soignée à Calais. Et avant de repartir, elle a dit non. Elle a 16 ans. Elle a dit je vais aller porter plainte à La Haye. Et donc elle a pris Gilles Devers et ils sont partis porter plainte. Elle est la première qui a porté plainte pour ça. Et donc voilà. Donc il y a plusieurs intervenants. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais merci Dunkman. Ah ok. T'inquiète. Et voilà, donc juste pour conclure, donc le film est disponible pour les Parisiens à l'Espace Saint-Michel et au 3 Luxembourg, donc c'est dans le même quartier globalement. Et je vous recommande aussi l'interview du réalisateur par Le Média, donc on pourra poster le lien plus tard dans la description. Allez sur les chaînes concurrentes. Très beau film, il dit non, je rigole. Sur le live. Et voilà, et donc pour conclure, et c'est une phrase qui a été répétée par tous les intervenants du documentaire: les droits ne sont pas donnés, mais toujours acquis par la lutte. Magnifique. Oui. Merci. Youssef, tu veux réagir? Oui, justement, c'est ça. C'est la phrase qui revient à chaque fois. Bon, les droits ne sont pas acquis pour tout. Mais j'ajouterais une chose, c'est que juste pour tu parlais de traumatisme, oui. Un autre film a été fait sur les traumatismes d'Alexandra Dolz, la réalisatrice Alexandra Dolz, et on avait fait une émission d'ailleurs avec cette réalisatrice, et c'est un film qui s'appelle Derrière les fronts, et qui parlait précisément d'une psychologue palestinienne, le docteur Samah Jabal, et qui elle s'est intéressée précisément à tous ces enfants qui ont été traumatisés par la guerre, etc. Et le film, donc, il joue, tu l'as dit, à l'Espace Saint-Michel, particulièrement, mais il peut jouer aussi dans votre région. Vous pouvez demander à ce que le film soit dans une salle. C'est à vous de faire la démarche. Il faut faire la démarche. Bien sûr, vous allez voir une salle un propriétaire de salle de cinéma, et vous demandez à ce que le film soit programmé. Alors, essayez d'y aller, d'abord de faire un petit sondage, d'être sûr que vous allez remplir. Qu'il y avoir du monde, ouais. Mais oui, mais parce que non, mais c'est le cas en général. Les gens, il y a quand même une grosse demande. Hein. Il y a une grosse demande, et faut faire le tour. Une enquête rapide sur le directeur du cinéma aussi.
Non, mais surtout que c'est un film qui, moi je trouve, il déprime pas en fait. C'est la dignité du peuple palestinien qui résiste. C'est pas un film de Ken Loach, quoi. Non. D'ailleurs, il a interviewé dans le film, Ken Loach. Oui, Bah, montrez-lui ce que c'est un film optimiste. Non, c'est vrai, le film est très très optimiste parce qu'il alterne des scènes de joie, malheureusement des scènes aussi de destruction et autres. Et il y a vraiment on voit vraiment la vie dans Gaza, la vie réelle dans Gaza. Malgré tout, les gens essaient de vivre et ils vivent normalement. Enfin, normalement, ils vivent pas normalement, mais ils essaient de maintenir. Et surtout ce haut niveau de conscience politique qu'ils ont tous et ce haut niveau de dignité qui est absolument extraordinaire. Des pêcheurs sont interviewés, des travailleurs du bâtiment sont interviewés, etc. Et donc voilà, c'est ce qui fait vraiment la qualité de ce film. C'est pas du tout un film, tu l'as très bien dit, misérabiliste et qui sera là uniquement pour voilà. Et c'est un film absolument à voir. Oui. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Yazid. Merci Yazid. J'espère que ça vous a plu. Ces petites chroniques ciné, on va essayer d'en refaire plus souvent. Ouais, franchement, c'est bien. Donc on va boucler un peu sur l'actualité et là on va essayer de passer à la suite, c'est-à-dire sur les 40 ans de la marche. Et pour l'event de... En fait, quand ils vont s'installer, on va faire la transition. On est des professionnels, regarde. Ah oui. Avec l'event de mercredi ? Oui. D'accord. D'accord. Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher les intervenantes ? Voilà. Donc on va passer aux 40 ans de la marche. Maintenant, oui, vous pouvez laisser la place aussi, ceux qui veulent laisser la place. Donc maintenant, sur l'événement, tu vois ? T'as capté ? Ouais, non, ok. Je comprends pas le rapport, mais oui, vas-y, je comprends pas le rapport entre la marche de... T'as pas compris, c'était juste que c'était de la logistique. En fait, quand je dis on va chercher, ensuite pendant qu'elles arrivent, nous on fait la transition et on parle de notre promo. D'accord. Il est pas convaincu. Oui, vas-y. Non, mais... T'en penses quoi, Samir ? Non, moi je pense pas, moi. Je suis pas payé pour penser. Mais pourquoi tu parles, Youssef ? Ah, tu te viens ? Moi je suis là pour que ça se passe. Ok, ça marche. Okay. Je suis plutôt d'accord avec vous. Donc tout le monde nous demande pour l'événement du 6, de mercredi. D'accord. Ok, ça marche. Donc sur l'événement du 6, d'après-demain, de mercredi. Donc je rappelle que c'est un événement... Alors, comment ? Je suis rouge et tu es blanche. Pour s'installer là-bas, il faudra bien mettre les chaises. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Bonjour. Donc cet événement-là, de ce fait, en fait, il a été annulé entre guillemets par la mairie de Paris. Donc merci à tous pour le soutien. Il y a un communiqué qui est sorti sur le site Guerre permanente ou Père révolutionnaire, qui a été partagé par Tzedek. Voilà. Donc on vous invite à le partager. Et en attendant, bloquez quand même votre mercredi. Vous ne dites pas que c'est terminé. Nous, on travaille pour que l'événement soit maintenu. Voilà. Ouais. Donc l'événement, je rappelle, c'est contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine. C'est organisé par l'appel Guerre permanente ou paix révolutionnaire. C'est organisé par le NPA, Révolution permanente, nous, l'UGFP, CEDEC, l'AFA Paris banlieue. Donc voilà, c'est un gros truc, c'est un gros événement avec Judith Butler et un message de Angela Davis. Donc soutenez l'événement et on espère qu'il aura quand même lieu. Ouais. Voilà, nous on travaille pour qu'il ait lieu en public en tout cas. Mais le point positif, c'est que ça provoque quand même un scandale que ce soit annulé par la mairie de Paris. On rappelle la mairie de Paris qui a affiché la tour Eiffel au drapeau d'Israël, mais encore rien. Je ne sais pas s'il a été fait pour les Palestiniens. Je ne sais pas à partir de combien de morts palestiniens on aura peut-être les couleurs de la Palestine sur la tour Eiffel, mais aussi... La tour Eiffel n'existera plus. Oh non, mais c'est un scandale. Mais Hidalgo qui s'était aussi manifesté avec une intervention totalement idiote après les propos carrés de Sorel, je me rappelle, où elle a dit qu'elle était contente de ne pas faire partie de l'AFI, alors que ses propos étaient vraiment carrés. Mais aussi, là, on parle quand même d'un événement. Ouais. Mais là, on parle d'un événement avec Judith Butler, c'est-à-dire que c'est l'une des intellectuelles les plus réputées dans le monde, je veux dire, et c'est quelque chose qui est assez sérieux. Et on parle aussi d'une intellectuelle féministe qui a écrit sur le genre, mais aussi qui lutte activement depuis des années pour la Palestine, ouais. Et qui parle là avec son mandat de membre du bureau exécutif de Jewish Voice for Peace. Voilà, quand même, c'est pas... En tant que juive elle-même. Oui. Oui. Mais donc, je pense que les gens sont assez choqués. Et il y a aussi un message d'Angela Davis. Je veux dire, voilà. D'ailleurs, moi, je voudrais bien savoir comment analysent ça les réactionnaires. Vous savez, tous ceux qui ont un discours anti-woke sur la cancel culture, qui crient à la cancel culture, quand on voit que c'est l'une des apôtres de ce que eux appellent les woke.
quand même Judith Butler, qui est la figure principale de ça, qui est cancel par la mairie de Paris. Donc je voudrais savoir c'est quoi leur analyse là-dessus. Et aussi, c'est très intéressant de noter que, parce qu'on a beaucoup de discours complotistes autour de « Ah, mais en fait, les Juifs détiennent le pouvoir, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'Israël et tout. » Mais c'est faux, et là on le voit. Je veux dire, là on a des Juifs, on avait Tzedek, on avait le JFP, on avait Judith Butler, donc on avait des Juifs qui voulaient parler ici en tant que Juifs pour parler de la Palestine, et ils ont été interdits de parler. Pourquoi ? Parce que c'est pas les Juifs qui détiennent le pouvoir. En fait, c'est l'impérialisme, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est le pouvoir blanc, et ces Juifs-là, pour eux, ceux qui veulent critiquer Israël et critiquer plus largement l'impérialisme occidental, parce que c'est ça dont il est question, ils sont interdits de parler. Parce que pour eux, c'est les mauvais Juifs. Parce que eux, ils font le lien entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte antisioniste. Ils font le lien entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie. Ils font le lien entre la lutte contre Israël et la lutte contre le colonialisme israélien et la lutte contre l'impérialisme. Et c'est ça que veulent surtout pas que la mairie de Paris soit entendue. Ils veulent pas qu'il y ait une voix comme Judith Butler, avec un événement qui est très suivi, dont tout le monde voulait venir. Je veux dire, on a eu énormément de partages. On avait même peur, vu l'affluence qu'il allait avoir. Ils ne voulaient pas que ce discours avec des militants juifs décoloniaux soit entendu, parce que pour eux, c'est extrêmement dangereux de tout ce discours autour de « si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite », soit détruit. Et merci. Ouais. Juste une petite. Après, on enchaîne les amis. Tout à fait d'accord avec ce que dit Wissam. Et ajoutons à cela, c'est qu'en fait, c'est un mauvais calcul. Généralement, en politique, l'habileté politique, l'adresse politique consiste à, comme aux échecs d'ailleurs, à jouer un coup d'avance. Et en tout cas, à imaginer le coup. Et là, Madame Hidalgo ne joue rien du tout. Visiblement, c'est une très mauvaise joueuse d'échecs, parce qu'avec ce qu'elle a fait, d'abord, elle a fait une énorme publicité pour cet événement. Ouais. Les masques tombent, parce que tout le monde voit bien que ce vernis, ce prétendu vernis. Madame Hidalgo, je ne pense pas que Madame Hidalgo ait vraiment protesté lorsqu'il y a eu la marche l'autre jour contre l'antisémitisme, à laquelle participaient des gens du Rassemblement national. Elle y a même participé. Je crois même qu'elle y a participé. Donc dans ce cas, il n'y a aucun problème. Par contre, quand il s'agit d'un événement avec effectivement des juifs et des non-juifs anticolonialistes et qui veulent protester contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire exactement ce qui était l'objet de cette manifestation l'autre jour, c'était instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme, avec même le Rassemblement national. Et bien dans ce cas-là, donc on voit bien de quel côté se situe. C'est un rassemblement contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et aussi pour la paix. Eh bien, Madame Hidalgo, simplement, montre qu'elle est du côté de ceux qui sont pour l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et qui sont pour la guerre, c'est-à-dire l'armée israélienne. Et ils nous prêtent leur propre turpitude. Absolument. Comme c'est bien dit. Et moi, je voudrais aussi souligner le rôle... grave, très grave de certains à gauche et dans l'antiracisme qui ont participé à ça. Et je vise les JJR. Il y a un moment donné, ils n'arrêtent pas de nous attaquer. Voilà, ils ont condamné un événement. Ils ont fait un post avec un espèce de communiqué en plusieurs slides où ils nous nommaient très, très explicitement, où ils disaient que c'était inacceptable qu'il y ait cet événement-là à Paris, en disant que c'était pas vrai qu'on luttait contre l'antisémitisme, qu'au contraire, dire... Oui, on se sert des juifs comme bouclier. Ça rappelle un certain discours qu'on utilise en Palestine, mais je veux dire, et aussi cette vision. La manifestation de la fameuse contre l'antisémitisme. Oui, avec prétendu contre l'antisémitisme. Mais et en plus cette vision de, je veux dire, ils sont vraiment en mode non mais parce que c'est aussi antisémite leur truc. C'est-à-dire que pour eux, le Tzedek, le JFP, c'est-à-dire des personnes qui ont un discours en tant que militants juifs radical sur la question coloniale en disant non mais c'est pas acceptable, ils sont en mode mais ces juifs-là ils peuvent être que manipulés. Des juifs qui s'opposent à la colonisation en Israël, pour les JJR, ne peuvent être que des juifs manipulés. C'est très grave. Et après, ce sont les mêmes qui diront on ne comprend pas que des gens confondent juifs et partisans d'Israël. Alors qu'ils font exactement cela en disant qu'un juif qui n'est pas partisan d'Israël, en fait du colonialisme israélien, eh bien, quelque part, c'est pas vraiment un vrai juif. Voilà. Okay. Bref. On va passer à la suite, les amis. Alors, on accueille aujourd'hui deux invités. Donc, vous êtes deux marcheuses, en fait. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que vous pouvez vous présenter, même si vous étiez là la semaine dernière? Ouais. Moi, je suis Rachida Azoug et le lien... Bien dans le micro. Rachida Azoug, voilà. Le lien avec la marche, je l'expliquerai après. Peut-être que je laisse Zora se présenter. Ouais, bien sûr. Moi, je suis Zora Boukenouche. Je fais partie donc d'une association à l'époque qui s'appelait l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle. Donc, c'était une des premières radios libres de Marseille. Bah oui.
Oui, Marseille trop puissant. Je me rappelle bien. Voilà. Et donc, on faisait partie donc, de la coordination qui a été contactée par les Lyonnais suite donc à l'incident qu'il y a eu avec un policier où Toumi Jaïda a été blessé. Et on nous a interpellés en nous disant il se passe des choses à Lyon, il faut qu'on fasse une marche pacifique pour protester. Effectivement, ça fait écho à Marseille, puisque nous vivions aussi les mêmes choses. Donc, notamment donc, dans les années 80, le premier CRS Taillefer qui a tué Lawari Ben Mohamed et qui a été rapidement relaxé puisqu'il y avait l'amnistie, avait donc la gâchette facile. Et puis quelques mois après, Zahir Boudjelal tué par un bof qui ne supportait pas le bruit. On vivait les mêmes violences que les Lyonnais. On s'est dit, ben oui, bien sûr, on va essayer de faire commun et d'avancer ensemble. Alors, merci Zora. Oui, pardon. Et donc, quand vous avez été appelé justement pour vous mobiliser de ce fait-là, après, c'était quoi votre rapport avec la marche? Disons que nous, en tant que presse, on faisait le relais de ce qui se passait par rapport donc, à la marche. C'est-à-dire que la première chose, la marche, on l'a accueillie à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que c'était la ville la plus au sud. Normalement, la marche devait partir des quartiers nord. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle n'est pas partie des quartiers nord parce que quelques semaines avant, le jeune Nicolas a été tué par le groupe Charles Martel, donc un groupe d'extrême droite. Et on s'est dit, la Caillole, c'est dans le quartier sud, alors que la majorité des populations issues de l'immigration postcoloniale étaient plutôt dans les quartiers nord. On s'est dit, c'est de là qu'il faut partir. Donc, il y a eu un accueil avec plusieurs associations marseillaises. Donc, il y avait le MRAP, il y avait, je m'excuse pour les autres associations dont je ne me souviens plus le nom, puisqu'il y a 40 ans, ça fait longtemps, et que je n'étais pas prévue pour l'émission, donc je n'ai rien préparé. Et donc, on s'est dit, effectivement, on va les accueillir. Et on a fait en sorte qu'ils déambulent dans la ville de Marseille, c'est-à-dire qu'on est parti donc du plus au sud de la ville. On est passé par le consulat d'Algérie, puisqu'il y a 50 ans, donc le 14 décembre 1973, il y a eu l'attentat contre le consulat d'Algérie. Exactement. Et pour nous, c'était important de passer par là. Et ensuite, normalement, on devait passer à la mairie, la marche devait passer à la mairie parce qu'il y avait une conférence de presse. La mairie, évidemment, n'a pas accueilli les marcheurs et aucun élu n'est sorti pour accueillir les marcheurs. Il faut juste rappeler qu'il y avait quand même la maire de Dreux, rappelez-moi son nom, qui avait perdu les élections quelques mois avant. J'ai oublié son nom. Non, c'est Stirbois qui a pris la... C'est Stirbois qui a pris la mairie. Après la mairie, avec le soutien de la droite, quand même. Et elle était là à Marseille. Mais oui, je ne me rappelle plus son nom. Son nom va nous revenir. Et donc après, il y a eu un accueil dans plusieurs quartiers de Marseille. Bassès, les Flamands, la Busserine. Et c'est des quartiers où il y avait quand même pas mal de violences racistes. C'était aussi des quartiers de relégation sociale, économique et politique, puisque c'était des quartiers un peu abandonnés. Puisque dans les années 80, quand les populations... on va dire françaises, autochtones, avaient de l'argent et quittaient les quartiers. Et d'un coup, les quartiers nord sont devenus les quartiers où il y avait des Arabes, des Noirs et des Gitans. Et donc ensuite, en tant que média, donc, puisque c'était une radio libre, on a fait en sorte de suivre la marche, c'est-à-dire qu'après ils sont passés à Aix, etc. Et quand il y avait des possibilités de gens de Radio Gazette d'aller rejoindre la marche, ça a été fait. Notamment, ils sont montés quand il y a eu le Forum Justice à Lyon. Non, c'est pas. Non, c'est pas à Lyon. Le Valois. À le Valois. Le 2 décembre. Et donc, voilà. Donc, l'objectif. D'arriver à Paris. Oui. Oui, non. Donc, l'objectif, c'était de suivre la marche. Et en même temps, comme cette marche est partie dans l'indifférence de la presse, heureusement qu'on avait un camarade qui s'appelle Pierre Ciotte, qui était photographe et qui a réussi à vendre à l'AFP l'article. C'est comme ça que nous, à Marseille, on a beaucoup d'archives. Et ben, l'objectif, c'était après nous. Qu'est-ce qu'on allait faire pour que, à Paris, on arrive à 100 000. Et à partir de là, on a travaillé avec les associations marseillaises pour qu'on puisse faire monter plusieurs cars avec des jeunes des quartiers, jeunes et moins jeunes, pour qu'on soit tous à Paris le fameux 3 décembre. Et vous, Rachida Azoul ? Alors,
Moi, donc, je suis parisienne. Donc, le collectif que j'ai initié avec Aïssa Titous, qui était à l'époque présidente de Radio Beurre, d'autres copines, mais je dis des copines parce que nous étions nombreuses, les femmes, les jeunes femmes, à être engagées dans cette initiative. Il est né, le collectif jeune, qui se réunissait au relais Ménilmontant toutes les semaines. Il est né d'une scission entre l'antiracisme institutionnel, qui avait un peu déjà préparé la marche, avec toutes les associations de solidarité et le respect qu'on leur doit, aucun souci. Également à leur côté, nos aînés issus du MTA, les médias comme Radio Beurre, Sans Frontières, le journal Sans Frontières, qui va être un média qui va nous accompagner, mais qui avait une autre qui se projetait différemment au sein de cette société. C'était nos aînés, et eux, l'idée était de préparer les progressistes à rentrer dans les pays d'origine. Donc, tout ce beau monde se réunit à l'AGK en septembre, fin septembre de 83. Qui est à côté, l'AGK. Oui, à rue de Charonne, afin de préparer la marche. Moi, j'y suis allée parce que j'étais militante au sein d'une association. Je travaillais beaucoup sur la question des femmes, des filles, notamment des filles en rupture avec leur famille. Et je m'adresse à Jamel et à Toumi en leur disant ça va pas, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre qui prenne la forme d'une autonomie et d'une spécificité à resituer quand même dans le contexte de la marche. Nous sommes en 83. Pour la plupart d'entre nous qui sommes issus de l'immigration algérienne, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup sont nés avant 62, nous sommes algériens avec des titres de séjour. Or, 81, Mitterrand, nous avons le droit de nous associer. Donc une constellation d'associations commence un peu à émerger, Mantes-la-Jolie, La Courneuve, Bondy, etc. Et on va s'atteler à partir du relais Ménilmontant et une rencontre hebdomadaire à travailler sur les revendications de la marche, égalité des droits, égalité des chances aussi, pour les plus jeunes nés ici, qui sont relégués dans des territoires, des territoires de l'autre côté du périphérique, le racisme, la justice, etc. Et on va travailler un peu, moi je vais être un peu l'agent de liaison entre les marcheurs et la périphérie, la banlieue nord, la banlieue sud, et tout ça va susciter un réel espoir. Moi je resituerais le contexte de 83 un peu comme une rupture avec l'invisibilité qui nous caractérisait. Nous étions invisibles, donc étrangers pour beaucoup d'entre nous, double peine qui déjà s'exerçait, puisque moi j'avais un titre de séjour, né en France. Le droit du sol ne s'appliquait pas pour les gens nés avant 62. Donc il y a une rupture avec l'invisibilité. La marche, il faut la resituer dans un autre contexte aussi, qui est celui de, certes, l'élection de François Mitterrand avec beaucoup d'espoir, mais c'est quand même un contexte de chômage de jeunes très, très massif. En 83, c'est aussi le tournant néolibéral. Oui, un tournant néolibéral, des jeunes qui occupent l'espace public, et on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Il suffit de relire François Dubé, La Galère. Oui. Ils sont dans les quartiers, oisifs, en errance, adolescents, harcelés au quotidien par la police. Oui. Avec tout ce qu'on connaît qui dure depuis 40 ans, les contrôles aux faciès, etc. Des dérapages, des passages à l'acte. Ce qu'on appelait les rodéos à l'époque aussi. Oui, puis des contrôles, tu vois, toute la journée. Et effectivement, ce qui est arrivé à Toumi, qui est gravissime, est arrivé. Je crois que on l'a appelé l'été meurtrier, l'été 83. Donc tout ça s'inscrit comme ça dans ce contexte. C'est la fin de l'industrie. Donc qui a reçu des balles. Qui a reçu une balle. Dans le ventre, je crois. Oui, c'est ça. Et donc ça a été un peu le déclencheur. C'est-à-dire qu'il était hospitalisé, et ça serait, en tout cas la légende veut que c'est dans l'hôpital que a été décidé de lancer la marche. Avec nos amis... Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, c'est la légende. Avec les prêtres. Delorme, notamment Delorme. Et comme disait très bien un de nos amis qui n'est plus de ce monde, Jean Costil, qui était à Radio Beurre, Laïrahmou Momo, qui disait 15 loubards et 2 curés. Oui, il avait raison, il disait 15 loubards et 2 curés. Il faut qu'on les soutienne. C'est 15 loubards et 2 curés. C'est vrai. C'était un prêtre et un pasteur, mais on était quand même aussi dans un contexte de double peine d'expulsion. On disait jeunes immigrés. Vous voyez, tu vois, quand je parle de cette rupture, avec même le vocable, jeunes immigrés, jeunes de la deuxième génération, pour des jeunes gens nés en France,
Et certains pour qui aussi, le hasard de la vie faisait qu'ils étaient issus de familles de rapatriés, de Français musulmans. On s'en fout, fils de harki. Oui, c'est la tension. Fils de harki d'ailleurs. Oui, mais il y en avait d'autres. C'est la tension qui est intéressante entre ce qu'ils vivent au quotidien avec leur père, qui soit fils d'immigrés ou pas fils d'immigrés, mais ce qu'ils vivent au quotidien dans les quartiers et le racisme qu'ils subissent. C'est le faciès qui prévaut. Et peut-être, si je peux me permettre, Rachida, c'était au niveau du contexte politique, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas d'association à l'époque qui puisse... Il y a de l'écho, là. Il n'y avait pas d'association qui puisse... Tu fais un prêche. Je fais un prêche. Il y avait Costil, il y avait Delorme, mais il y avait aussi moi, en tant que curé à l'époque. Non. Et non, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de cadre, pas énormément. Bon, il y avait Sans Frontières, il y avait des radios associatives, les premières radios associatives, Radio Soleil qui venait naître aussi, il y avait tout cela. Soleil, mais Radio Beurre, mais il n'y avait pas encore vraiment de cadre politique qui pouvait accueillir ces revendications qui étaient absolument incroyables, parce que pour Toumi Djaja, ce qui lui arrive est quand même énorme. Hein. C'est au moment où il veut aider un copain qui est en train de se faire à moitié bouffer par un chien policier, que le policier dégaine et lui tire dessus à bout portant. Je veux dire, c'était énorme et il a failli y passer, hein, vraiment. Ouais. Et puis peut-être aussi que ce qu'il faut aussi rappeler, donc c'est effectivement c'est cette constellation d'initiatives. Marseille, parce que c'est le lieu de départ pour remonter vers le nord. La région Est, ça sera Lyon, c'est leur région. C'est leur région, Lyon, les Minguettes, ils sont issus des Minguettes. Vénitieux, ils sont vénitieux. Le départ de la marche est marqué à la Cailleule, comme l'expliquait Zora, par ce qui s'est passé, le regroupement. Et à Paris, on fait un autre choix. On se dit... On n'est pas issu de n'importe quoi. On est issu de l'immigration, notamment pour beaucoup d'entre nous, issus de l'immigration algérienne. Et ça fait référence à une marche pacifique. Moi, j'y étais, j'étais petite fille. 17 octobre 61. Le 17 octobre 61. Et on lance l'initiative de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme à Paris, au bord du canal Saint-Martin. Exact. Et on va jeter des roses dans le canal en hommage à nos pères, à nos oncles, à nos grands-pères qui ont été assassinés alors qu'ils avaient initié voilà, République, alors qu'ils avaient initié une marche pacifiste. Donc, on sait comment elle s'est terminée en 61. Ouais. Donc, ça, c'est le démarrage. Mais c'est vrai que moi, ce que j'en retiens, c'est... cette constellation d'initiatives et cette tentative un peu au forceps d'entrer en citoyenneté, avec beaucoup d'adversité quand même face à nous. Mais ces jeunes gens, ces copains, parce que pour nous c'était des compagnons de route, ils avaient notre âge, vont tout au long de ce parcours rencontrer des pères, PAIRS, des parents, des familles en fonction des régions. Moi, j'ai assisté à quelques étapes. À Avignon, il n'y avait personne, 2 personnes qui les ont hébergés. Lyon, ça va être le tournant de la marche pour moi. Lyon, c'est leur ville, c'est leur région. Lyon va être le tournant. Dans l'Est, spécificité de cette région, c'est la fin de l'industrialisation. C'est Talbot, Poissy. C'est tout le monde ouvrier immigré de l'industrie automobile qui va recevoir les marcheurs. Et là commencent certainement des tractations, des négociations, compte tenu de ce qui est insufflé. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Georgina Dufoy, Jacques Lang. Ce qui compte, c'est... Françoise Gaspard. Voilà, Françoise Gaspard, la mairesse. Françoise Gaspard, de Dreux. Qui a été au début de la marche à Marseille et qui a symboliquement voulu être là, puisque... il y a eu quand même une alliance entre l'extrême droite et la droite pour la faire Stirbois, tomber. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose à rappeler. Et effectivement, pour revenir, par contre, moi, je vais être un peu plus radicale. Je pense que l'Élysée, quand même, était au courant dès le début de ce qui se passait. Et que quelque part, pour moi, il y a quelque chose qui était un peu de l'ordre de la manipulation. À quel niveau ? Pensant que... comme disait Rachida, effectivement, nous à l'époque, on était beaucoup de jeunes en précarité, pas de boulot, puisque c'était contrôle faciès, etc. Donc on avait du mal à trouver du travail, mais on était des citoyens et
je pense que le Parti socialiste, entre autres, parce qu'il faut quand même régler nos comptes avec eux, c'est qu'ils pensaient qu'on était des de petits garnements qui n'avaient pas de culture générale, qui connaissaient rien. Effectivement, moi, voilà, qu'on ne connaissait pas notre histoire, qu'on ne savait pas de quoi il en était. Effectivement, par rapport à la marche. Je suis marseillaise, les Marseillais n'utilisent pas ce terme. Alors après, c'est une question de génération. Il faut arrêter avec ça. Moi, j'ai 66 ans. Les mecs de ma génération disaient les beurs et les rebeux. Voilà. Après, à Lyon, on hurle. Et à Marseille, on tombe par terre quand... Les rebeux, on le dit toujours. Voilà. Et ça se disait à l'époque. Après, c'est certes, les provinciaux, les gens des régions n'acceptent pas. Mais on disait ça, les beurs et les rebeux, à Paris. À Paris. Moi, j'ai peut-être une question dans les pour quartiers. vous. C'est que là, c'est les 40 ans de la marche et que j'ai l'impression que la marche, ça a vraiment un gros héritage dans les mémoires des jeunes comme nous, etc. Et en même temps, c'est un héritage complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait que c'était... Moi, je sais deux choses sur la marche. Si on me dit, résume en deux mots la marche, je sais deux choses. Une chose, que c'était hyper important dans le sens où c'est le moment où, comme tu disais tout à l'heure, les jeunes immigrés, entre guillemets, devenaient visibles et s'imposaient sur la scène politique. Prenaient le parti d'eux-mêmes, entre guillemets, venaient et disaient « nous aussi, on a des revendications, nous aussi, on veut l'égalité, on lutte contre le racisme, etc. » Et la deuxième chose que je sais, c'est que, comme c'était peut-être le début de quelque chose, ça a vite été institutionnalisé, récupéré, SOS racisme. Donc moi, je suis entre ces deux héritages-là. Et comment on fait aujourd'hui quand on dit c'est les 40 ans de la marche, comment on se dépatouille de ces choses-là Alors c'est compliqué de se dépatouiller, mais on peut tenter de le faire. Clairement, Zora a raison. Il est évident que la route était tracée, que c'était fléché. C'est vrai. Sauf que faut pas penser qu'on peut toujours tout manipuler. Comme tu le disais à juste titre, nous n'étions pas que des garnements. D'abord, il y avait des jeunes gens outillés qui n'avaient pas de place, qui n'avaient pas d'espace politique. Et là, la marche, elle va nous donner une place intéressante, qu'on va tenter de s'approprier. Moi, je dis, dans la douleur, avec de l'adversité. Et pour te répondre, à partir du moment où la tentation... de nous réduire à des vendeurs de badges. C'est traduit par la petite main touche pas à mon pote. On n'est pas les potes. Moi, je suis pas une pote, moi. Oui, mais si je peux me permettre, pour compléter la question et pour revenir aussi sur ce que disait Zora, quand tu dis, Zora, que l'Élysée était au courant, etc., et Rachida, ce que tu dis, il y a un moment quand même où la marche arrive à Paris. Il y a beaucoup de monde qui est là pour la recevoir. On était tous là, on était enthousiastes et tout. Exactement, il y avait près de 100 000 personnes. Mais mais à ce moment-là, on ne peut pas dire que malgré tout, les marcheurs ont, comme tu l'as dit, ils ont un logiciel qui est quand même auto-centré avec cette histoire de, ils portent des kéfiers palestiniens et Mitterrand accepte de les recevoir à condition qu'il retire le kéfier palestinien. On voit que M. Julien Drey joue un grand rôle là-dedans pour les obliger à retirer les kéfiers palestiniens, etc. Donc, il y avait quand même de leur part une force. Il y avait une force. Il n'était pas... Pour moi, il faut repartir un peu en arrière. Pourquoi on est arrivé à 100 000 à Paris? Je pense que s'il n'y avait pas eu ce drame... Oui, Habib Grimzi. Ah oui, le train d'enfer. Ou d'un coup... Le train Bordeaux-Ventimille. Ou quelque part... Pardon? Tu peux rappeler un petit peu? Donc, c'est un touriste algérien qui se retrouvait dans un train, qui a été agressé par des légionnaires. Non, mais il faut tout dire, des futurs légionnaires. Ça, c'était en novembre. Et il y a qu'on appelle l'agent du train qui le sort de là, qui le met dans un endroit. Pour le mettre à l'abri. Pour le mettre à l'abri. Donc, effectivement, le monsieur travaillait, donc il est parti ailleurs. Et 193 personnes dans le train. Ouais. Il a été roué de coups. Ouais. Il a été défenestré. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et ça a été un choc. Personne n'a rien fait. Et ils l'ont balancé le corps par la fenêtre. Ouais. Voilà. Et donc là, je pense que ça a été un choc pour nous. Ouais. Et la marche a failli exploser à ce moment-là aussi. Mais pour nous, ça a été violent. Mais... pour une certaine population française qui disait « Oh, il nous fatigue ces immigrés avec le racisme, machin et tout », ils se sont rendus compte à ce moment-là que cet acte-là, c'était un acte barbare et violent. Les humanistes, moi je dirais. Donc, il y a eu un déclic.
C'est peut-être ça qui a fait balancer les choses. Faire une comparaison avec quelque chose de contemporain, moi, ça me fait penser un peu à George Floyd. C'est-à-dire dans le sens, ça a été un choc psychologique. Moi, je m'en souviens. J'avais 11 ans, mais je m'en souviens. Je me suis dit... Non. Ah, d'accord, ok. Je me souviens du train Bordeaux-Vintimille, parce que c'est un truc où je me dis, ouais, en fait, pour ce que je suis, je peux mourir, en fait. Ça a été fondateur. Totalement. Oui, alors moi, je voudrais aussi rappeler quand même quelque chose. Dans ce que j'ai vécu de ma petite place de témoin, les marcheurs, la légende urbaine, moi je veux bien. Jamel n'est pas là. D'abord, Jamel avait un kéfier palestinien à l'Élysée. Regardez les photos. Non, mais attends. Ils les ont gardés. Ils les ont gardés. Oui, Sabra et Shatila, cette fameuse chanson Nessel Riwan, était dans toutes les soirées musicales post-débat. Ouais. Et les marcheurs s'affichaient clairement pro-palestiniens, comme une partie de la jeunesse issue de l'immigration. Ouais, tu vois, parce qu'il y a eu toute une légende, on a voulu... Enfin, moi j'ai pas vu de kéfier enlevé. Hein, non, justement, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est important, parce que à chaque fois qu'on dit... C'est pour dire la force qu'avaient ces marcheurs. Ouais, j'entendais avec intérêt ce que vous évoquiez. On n'est pas antisémite quand on est pro-palestinien, je suis désolée. Et les marcheurs, moi, Sabra et Shatila, Nessel Riwan, tous les concerts qui animaient, voilà, et tu revois dans toutes les émissions, sont tous en train de danser avec leur kéfier. Là-dessus, il n'y avait pas d'équivoque. Juste une petite parenthèse, parce que ça rejoint avec l'actualité. On sait que SOS Racisme a été fondé par rapport à ça. Mais juste une petite anecdote, vous savez que là, il y a des gens à SOS Racisme, dont la vice-présidente, qui ont quitté SOS Racisme parce que on ne pouvait pas parler de la Palestine. Oui. On est en mode, mais ça a été fait pour ça, en fait. SOS Racisme a été créé pour ça, pour dénaturer. Et il y a des gens en 202023 se rendent compte c'est ce qu'on va en parler en live. T'as raison dans les débats. Il y en a peut-être qui vont quitter SOS Racisme parce qu'ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas lutter contre le racisme. Mais oui, elle a aussi dit... Attends, elle a aussi dit... contre l'antisémitisme. Non, mais attends, elle a... J'ai écrit une lettre pour vous dire que je suis scandalisé qu'en revenant à SOS Racisme, je me pensais lutter contre le racisme. Merde. C'est pas une blague, c'est-à-dire que dans sa lettre, elle a dit « Ah, mais le problème à SOS Racisme, ça fait 6 ans qu'elle est passée là-bas, on peut pas parler de racisme d'État. » Donc vraiment en 2023, elle se rend compte que... Dans les débats qui nous traversent aussi actuellement, c'est compliqué dans les débats, dans les copains antiracistes engagés et tout. On ne parle pas du contexte international, mais pour moi, c'est une aberration. Être contre la... Moi, je suis héritière mon père était un militant FLN de la 7e Wilaya Fédération de France. J'avais 5 ans, je ne me rappelle plus. J'avais 5 ans et demi quand ma mère m'a perdu le 17 octobre 61. Moi, je suis personnellement héritière des luttes contre la domination coloniale. Donc, être pro-palestinien ou dénoncer Gaza, ça voudrait dire que nous sommes des antisémites. Il faut quand même arrêter la limonade. Il y a quand même en 84, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, lorsque nous avions évoqué l'idée de nous retrouver avec des espaces singuliers. C'est ça qui était intéressant. Oui. En 2023, les femmes le revendiquent, les homos, et c'est très bien. On nous traitait de communautaires. Oui. Faut pas exagérer. C'était la grande insulte à l'époque. C'était la grande insulte, la stigmatisation. Oui. Alors nous réduire à un statut de VRP de l'antiracisme, on voulait qu'on vende des badges. Sous contrôle de Zohar. L'indigénat dans sa caricature. Et deuxièmement, alors qu'on évoquait la nécessité d'être dans des espaces de réflexion pour tenter de construire l'autonomie, voilà, un mouvement autonome, on nous disait vous êtes communautariste. Mais ça nous a collé. Il disait même précisément c'était le repli communautaire. Le repli communautaire. Et on a collé aussi l'histoire d'avoir un positionnement pro-palestinien. Oui. Ça, on l'a aussi pris dans la figure. Mais ce qu'il faudrait dire quand même par rapport à SOS Racisme, je veux dire effectivement qu'il y a la question palestinienne qui est primordiale, mais la deuxième problématique, c'est qu'on nous renvoyait à notre rôle d'indigène. Touche pas à mon pote, je vais m'occuper de toi. C'est-à-dire qu'on était comme si nous, on était incapables de nous occuper de s'occuper de nous-mêmes, de nous défendre. Et la troisième chose, c'est qu'à Marseille, SOS Racisme n'a pas réussi à s'implanter. On était, je ne sais pas pourquoi, mais on craint des gueules et SOS Racisme a eu du mal. Parce que c'est vrai que Marseille, c'est particulier parce que c'est une ville où on n'a pas de banlieue, la banlieue est dans la ville. C'est que nous, il y avait quand même
malgré tout, il faut rappeler qu'avant 83, il y a eu des choses, qu'il y avait des associations qui se battaient contre le crime raciste, etc., qu'on était très organisés et que nous, le Parti socialiste, on savait ce qu'il était à Marseille. Oui, chaque camarade qui rentre au Parti socialiste, pour ceux qui étaient français, puisqu'à l'époque nous étions beaucoup d'Algériens, on savait très bien que tu rentres et tu ressors. Parce qu'il y avait effectivement la question palestinienne. Et surtout, je rappelle pour les auditeurs qui ne savent pas, mais Marseille, 73, la grande ratonnade d'oublier. Je veux dire, 73, Marseille a été le lieu des plus grands pogroms anti-arabes de la décennie 70. Il y a un documentaire qui s'appelle Marseille, la ratonnade oubliée, 73. Mourad Haïtabouche. Et Boumedienne, quand même, président de cette jeune République algérienne, mettra fin à l'immigration d'un point de vue politique, en disant on arrête l'immigration suite à l'attentat. Contre le consulat algérien. C'est quand même, d'un point de vue politique, fort. On n'est pas dans n'importe quelle séquence de l'histoire. Mais sur SOS Racisme, juste une chose, c'est qu'il faut savoir quand même, encore en 2023, on les voit manifester avec leur truc, touche pas à mon pote. Je veux dire, c'est une dinguerie. Je veux dire, c'est dingue. Sensible, c'est qu'il paraît qu'ils étaient là à la marche là de alors c'est ça que je voulais dire. Oui. Alors et juste une petite parce que en fait il y a des gens ils n'arrivent pas à comprendre. Bah oui, mais ils n'arrivent pas à comprendre la haine qu'on a contre SOS Racisme. Mais SOS Racisme a été fait contre l'antiracisme. C'est ça que veut pas. Et la première porté par les jeunes issus de l'immigration maghrébine. Et le premier acte de l'antiracisme politique pour exister, c'est d'avoir descendu SOS Racisme, de dire c'est pas nous. Voilà. Antiracisme moral, antiracisme politique, c'est ça. Chers camarades, j'aimerais juste, au niveau de la mémoire, que vous essayiez de montrer le passage entre l'arrivée de la marche et la naissance de SOS Racisme. Moi, j'ai un souvenir de ça, je peux en dire bon. Oui. Non, parce que comment les gens ont ressenti la création des SOS Racisme, parce que la marche était arrivée, il y a 100 000 personnes à Paris, etc. On a l'impression que la mayonnaise est en train de prendre, et tout d'un coup, on a un an plus tard, non, c'est ça, après l'arrivée. 6 mois. Oui, surtout après l'arrivée de Convergence. Après, c'est surtout après Convergence. Convergence, c'est un an après. Oui, c'est un an après. Mais SOS Racisme n'était pas encore trop connu. C'est après Convergence que. Alors comment vous avez ressenti ça? Je sais pas. Vous n'êtes pas dit qu'il y avait un problème parce qu'il y avait déjà la marche qui était là. Il y avait ces marcheurs. Il y a un gros problème parce que je veux dire la marche de 83, elle est née sur les violences racistes et criminelles, des morts des jeunes dans les quartiers, des violences institutionnelles et d'un coup, SOS Racisme est devenu le chantre de l'antiracisme en faisant des concerts à la Bruelle. Ça, c'est la phrase de ma copine Anifa, marseillaise aussi. C'est-à-dire qu'on est passé de l'antiracisme, des revendications politiques que nous portions, à tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, dansons et chantons ensemble. Donc, c'est une violence qui a été extraordinaire. Mais quand même, ce qu'il faut redire, c'est qu'effectivement, comme en 83, quand la marche est partie, on n'avait pas les médias, on n'avait rien, mais les associations dans les quartiers continuaient à faire des choses, travailler, et beaucoup sans subvention. Et donc, effectivement, SOS Racisme nous a invisibilisés, mais nous étions encore acteurs de ce qui se passait. Alors moi, je dirais que la tension, elle a quand même été forte parce que c'est pour moi un rouleau compresseur politique. Ils ont les médias, les institutions et les politiques les portent à bout de bras, invisibilisant comme si rien ne s'était passé durant le mouvement de la marche. Ça a quand même été d'une violence inouïe, nous stigmatisant, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui a été... on ne s'y attendait pas, c'est manichéen la politique, mais voilà, c'était préparé... et ça a divisé le mouvement et les acteurs ont eu du mal, les acteurs de la marche. Globalement, je dirais, le monde associatif, la dynamique en a pris un sacré coup. Et de ça, je reprends juste mon fil. Et c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, et comment on analyse le fait que aujourd'hui, 40 ans après, la marche qui est censée commémorer en hommage à la première marche, il y a le PS et le Parti socialiste qui soient présents. Est-ce que c'est du fait que les anciens marcheurs, ils ont tous pris des trajectoires différentes et que... C'est une vraie contradiction. Disons que c'est une erreur politique de la coordination nationale dans laquelle on est, c'est qu'on était tellement sur les actions dans nos régions qu'on n'a pas pensé au 3 décembre. Et effectivement, quand on a commencé à se poser des questions, etc.,
il y a eu cette initiative qui a été lancée nationalement. Comme il y avait des camarades qu'on connaissait, on s'est dit c'est sympa, mais on a très vite on a compris le jour de la manifestation qu'en fait il y avait SOS Racisme, Parti Socialiste, etc. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'au début, la manifestation, c'était la marche. Et puis d'un coup, ça s'est transformé en tout et en n'importe quoi. Des prises de parole et des revendications qui n'avaient plus de lien avec les grands temps de la marche. C'est une réelle contradiction. Moi, je te l'accorde, hein, et je n'en suis pas satisfaite. Ce qui me rassure, c'est que la veille, j'étais dans une manifestation en faveur de Gaza. Il y a des jeunes des quartiers, ils sont nombreux. Moi, j'y suis depuis le début. Tous les samedis, ils y sont. Je suis travailleur social de formation et j'interviens en école de travail social en parallèle. De ce côté-là, ils sont très, très mobilisés. Et là, du coup, on est dans l'authenticité. Mais c'est vrai que c'est une réelle tension et que ça pose question. Ça pose question. Oui, c'est ça. Ça veut dire que même si évidemment, au niveau des militants et des organisateurs, peut-être que voilà, là, il y a peut-être des erreurs politiques. Mais au niveau de l'héritage global de la marche, on voit évidemment qu'il y a effectivement un héritage. Hein, voilà. Juste voir l'antiréalisme politique, le fait que les jeunes se mobilisent pour Gaza, etc. Il y a un vrai héritage après. Il s'agit de le... Pour conclure, peut-être parce que je crois que vous êtes pressé, il y a nécessité que les historiens se mettent au travail sur la marche. Okay. Se mettent au travail sur la marche. Ça commence. Il y a le dictionnaire Cossimi de la mémoire ouvrière, où il y aura aussi toutes les questions, on va tous être auditionnés. Il y aura des notices sur la question de la mémoire des luttes immigrées. Hein. Ça, c'est en route. Deuxièmement, il y a tout un travail aussi... au sein de la communauté pédagogique, dans les établissements scolaires, la marche n'est jamais appréhendée. Jamais abordée, pardon. Il y en a des organisateurs de la marche d'hier, là, qui vont voir Macron, c'est ça? Alors ça, c'est un autre débat. Ouais. Moi, j'ai refusé, je faisais partie avec d'autres copains et copines. Moi, je faisais partie. Je ne connais pas les critères d'invitation pour ma part. Les dernières séquences, si on part depuis les Gilets jaunes, les réformes des retraites, etc., la mort de Naël, la libération, les permis de tuer, moi, m'interdisent d'aller... je ne sais pas quoi faire, boire du thé, boire du café, échanger. Pour moi, les conditions ne sont pas favorables. Oui, jouer au baby-foot pour avoir un échange. En plus, et la cerise sur le gâteau, c'est que pour moi, le national et l'international sont liés. Ce qui se passe à Gaza relève pour moi... crime de guerre, d'un crime, voilà, et j'ai pas envie d'aller, je n'irai pas, nous sommes plusieurs à avoir refusé, quand même, c'est important de le préciser, hein. Au moins 3 ou 4. Je vais parler de la part d'Anifa Tagelmet Boudjelal, donc qui, elle, est une famille de victimes, puisque son frère a été assassiné dans les années 80, elle a reçu l'invitation, on a eu des débats... houleux entre nous parce que est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, pas y aller. Et effectivement, nous avons tranché pour dire on n'y va pas. Parce que déjà, c'est un mépris, c'est-à-dire que 2 jours avant, les personnes n'avaient pas reçu l'invitation, donc c'est encore du mépris envers nous, les indigènes, puisqu'on est de statut d'indigène avec ce président. Et puis, une invitation, ça se prépare. Parce que s'il avait été envoyé 15 jours, un mois avant, on aurait discuté entre nous, on aurait fait des propositions, etc. Mais là, et puis avec Gaza, la loi Darmanin, le permis de tuer, qu'est-ce qu'on va raconter à ce monsieur? Il y a 2 semaines? Non, soyons sérieux. On est 3, hein. Anifa, Jamel Attala et moi l'avoir signé. Et Toumi Djaïda qui a décliné l'invitation. Ah oui. C'est très important de le préciser. Avoir signé quoi Avoir signé une tribune dans laquelle on explique que nous ne rendrons pas à l'invitation. Et Toumi Djaïda a également fait un communiqué. On peut la trouver quelque part, la tribune Oui, elle va être diffusée. Elle va être diffusée, d'accord. Toumi Djaïda, c'est sur son Facebook déjà, et nous, on va la diffuser dans nos réseaux. Demain, vous pourrez... on explique clairement qu'on ne s'y rendra pas. Et il y a un article du Monde qui, normalement, traite de cette question-là, puisque le journaliste du Monde nous a contacté, donc les personnes qui ont refusé d'y aller, et fait un papier. Non, mais c'est vraiment très intéressant et très important. Et c'est vrai que ce truc-là de la captation de la mémoire par l'État, la récupération des mémoires des luttes par l'État, c'est un vrai sujet. Et les gens, d'ailleurs, ne savent
souvent pas quoi en penser parce qu'ils disent bah quoi, on veut être dans les livres d'histoire, on veut être au Panthéon. Avec le Panthéon, c'est la même chose. Rappelez-vous quand Serge Halimi avait refusé que Gisèle Halimi soit panthéonisée. Il avait fait un petit texte comme ça où il disait bah non, exactement ce que vous avez dit. Il a dit bah Macron aujourd'hui c'est celui qui les gilets jaunes ou que sais-je. Donc non, je refuse que ma mère n'aurait pas voulu être panthéonisée. Donc je refuse cette récupération de la mémoire par l'État. Heureusement qu'il y a encore Gisèle Halimi, pour nous, Algériens, c'est quand même quelque chose d'important. Et que son fils ait fait ça, pour nous, il n'y a pas question. Pour nous, c'est la meilleure des choses à faire. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. C'est vraiment une gifle à ce gouvernement et à ce président qui méprise donc les immigrés, les pauvres, les travailleurs, les gilets jaunes, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce... Et puis, il amène le Front National. Exactement. Nous avons 89 députés à l'Assemblée nationale. On n'en a jamais eu avant. Effectivement, on a eu des mairies d'extrême droite. Mais là, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, moi, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi de très violent. Et ce qui est violent pour moi aussi, c'est de voir vous jeunes comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous laisse, quoi? Qu'est-ce qu'on vous laisse? Et ça, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, les 40 ans de la marche, c'est aussi de se dire le bilan, c'est quoi? 40 ans après, c'est Naël... tué par un policier, c'est-à-dire... Et puis cette invitation individuelle, moi, elle me dérange. Certes, chacun prend ses responsabilités individuellement, mais je suis désolée, la marche, c'était pas un millefeuille avec des individus, et quelles que soient les difficultés, les différences de point de vue, accepter le refus, chacun prend ses responsabilités, mais c'est intéressant qu'on soit au moins 3 parce que ça devrait être un refus collectif. Oui. Pour moi. Maintenant, j'assume. Voilà. Bah, merci à toutes les deux d'avoir été présentes. Merci à vous, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors. Merci. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Merci Youssef Boussouma. Merci Wissam Zelka. Merci Samir Boussina. Merci à Yazid qui a fait la chronique ciné sur Yala Gaza. Merci à l'équipe technique. Et voilà, merci à tout le monde. Et voilà, merci le chat et tout. Et on ne bouge pas parce que, vas-y Wissam. Oui, les gens, on fait juste 10 minutes. On va juste couper le son, on va même pas couper la caméra. Ouais. Juste 10 minutes, le temps qu'on s'installe en fait. Qu'on installe les autres invités. Donc bougez pas, on est là dans 10 minutes. Donc désolé, on a pris du retard, mais parce qu'on avait pris du retard sur la première émission. Et encore, il y a plein de sujets dans l'actu, on n'a pas parlé. Parce que j'étais en mode.